le troisième chapitre, terminologie liée à la consommation. في هذا الفصل سوف يتم توضيح مفاهيم متعلقة بنظرية الاستهلاك. Pour mieux cerner le comportement du consommateur et ces théories liées au comportement du consommateur, nous allons présenter notre cadre d'analyse de ces théories. Ce cadre d'analyse est composé des points ou bien des hypothèses suivantes. Le consommateur est rationnel et recherche le maximum d'utilité. L'information est disponible et complète. Le consommateur dispose pour des achats déterminés d'un revenu limité et qui ne peut pas emprunter. La totalité de ce revenu est affectée à ses achats et de ce fait, il n'épargne pas. Donc, la première hypothèse que nous avons présentée, il s'agit nous avons posé comme étant le consommateur est un être rationnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par un rationnel? Un rationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ses choix basés sur la logique mathématique dans une analyse théorique bien déterminée. Cette rationalité est parfaite, cette rationalité, elle n'est pas limitée, donc il fait des calculs et il cherche à maximiser son utilité. Par exemple, si face à lui, il a deux produits A et B, ou bien X et Y, qui ont le même niveau de qualité, le consommateur va choisir le produit qui va être le moins cher. Maintenant, indépendamment de ses désirs, de ses intentions, de la relation qu'il a avec le commerçant, etc. Donc, l'analyse, il n'est pas biaisée par tout ce qui est émotionnel ou tout ce qui est hors la logique mathématique. Donc, à chaque fois où il fait ses achats, il fait des calculs mathématiques, scientifiques, logiques, qui permettent de cadrer et d'effectuer son choix et qui sont les seules choses qui sont à prendre en considération au niveau de ses choix. C'est pour cela qu'on dit qu'il s'agit bien d'un homo economicus, un consommateur rationnel. Deuxième hypothèse, l'information est disponible et complète. Donc, face à nous, un consommateur qui a toutes les informations nécessaires pour effectuer ses choix, de façon gratuite, de façon nécessaire et de façon pertinente. C'est-à-dire que toute information nécessaire pour qu'il puisse effectuer ses choix, elle lui est disposée de façon complète et il n'a aucun effet. Donc, il n'achète pas l'information, il n'y a pas des informations cachées, mais toutes les informations elles sont disponibles et sont à la portée du consommateur. Troisième hypothèse que nous avons posée, c'est que le consommateur dispose pour des achats déterminés d'un revenu limité et il ne peut pas emprunter. Pour nous, nous sommes face à un consommateur qui achète avec son revenu, uniquement avec son revenu. C'est-à-dire, si jamais les dépenses dépassent ses achats, il va s'arrêter. Et il ne peut effectuer ses achats que dans la limite de son revenu. Donc, il n'y a pas l'hypothèse d'emprunt, elle n'est pas prise en considération. Nous sommes face à un consommateur qui a un revenu qui est égal à 100, donc il va dépenser 100. Il ne peut pas dépenser 120. Il ne peut pas dépenser 130. Il ne peut pas emprunter cet décalage entre ses achats et son revenu. Quatrième hypothèse qui complète la partie de revenu, la totalité de ce revenu est affectée à ses achats. Il n'épargne pas. C'est-à-dire, là, s'il a 100, il ne va pas dépenser 80, mais il va dépenser 100 entièrement pour ses achats et pour satisfaire ses besoins. Donc, comme il n'y a pas une hypothèse pour l'emprunt, il n'y a pas la même hypothèse pour l'épargne. Donc, il n'épargne pas et en même temps, il n'emprunte pas. Donc voilà, ça c'est le cadre d'analyse de cette théorie de consommateur qui constitue le pilier fondateur de cette logique néoclassique au niveau de leur théorie, sur laquelle on s'est arrêté dans le deuxième chapitre et que nous avons explicité. Donc ça c'est le cadre qui va cadrer, qui va
constituer les fondements de base de tout ce qui va par la suite venir dans l'analyse du comportement du consommateur. من أجل دراسة سلوك المستهلك نضع أولا إطار تحليل لهذه النظرية وهو إطار تحليل نظرية المستهلك ويتكون من الفرضيات التالية. الفرضيات التي وضعناها أولا المستهلك عقلاني ويبحث عن أقصى فائدة. الفرضية الثانية المعلومات متاحة وكاملة. الفرضية الثالثة المستهلك لديه دخل محدود لمشتريات محددة ولا يستطيع الاقتراض. رابعا يتم تخصيص كل هذا الدخل لهذه المشتريات فهو إذن لا يقوم بعملية الادخار. إذن أمامنا مستهلك عقلاني 100%. كان فرضية أولى أي مستهلك يقوم باختيارات تقوم على أساس التحليل المنطقي الرياضي البحت ولا تتدخل المشاعر أو الاختيارات الخارجة عن الإطار العقلاني في تحديد اختياراته الاقتصادية. بمعنى في مثال أنه إذا كان أمامه منتوجان منتوج ألف ومنتوج باء أو منتوج جيم أو منتوج سين لهم نفس مستوى الجودة فهو سيختار المنتوج الذي يكون له الثمن الأقل. هنا اختيار منطقي مبني على المنطق ومبني على تحليل رياضي. ولأجل مشتريات معقدة أو مركبة يقوم كذلك بتحليل رياضي وحسابات رياضية مركبة ومعقدة من أجل تحديد الاختيار الذي ينطبق فيه مواصفات الاختيار الأفضل من الناحية المنطقية ومن الناحية الرياضية. ليس من ناحية لا تتدخل هنا المشاعر أو توجهات أخرى تغيب عنها المنطق في اختيارات المستهلك من الناحية الاقتصادية. إذن لدينا مستهلك عقلاني بصفة كاملة وشاملة. المعلومات متاحة وكاملة. هذا المستهلك الذي يقوم بهذه الاختيارات في إطار نظرية المستهلك يستند على معلومات متوفرة بشكل مجاني وبشكل متاح ومعلومات تتوجه اختياراته المعلومات التي يحتاجها من أجل قيام باختياراته الاقتصادية متوفرة له ولا يبذل من أجلها أي عناء من أجل الحصول عليها. المستهلك لديه دخل محدود لمشتريات محددة ولا يستطيع الاقتراض. هذا المستهلك الذي يقوم باختيارات اقتصادية ويقوم بعملية الشراء والاستهلاك يتوفر لديه دخل، ولكننا نقول بأن هذا الدخل مهما كانت قيمته مرتفعة أو منخفضة فهذا لا يهم، لكنه محدود، أي بمعنى أننا نستند في إطارنا النظري على أن المستهلك لديه مدخول أو دخل يساوي 100 1000 2000 3000 10000 15000 20000 أو أكثر، لكنها بصفة محددة ولا يمكن تجاوزها. يتم تخصيص كل هذا الدخل للمشتريات فهو لا يدخر، كما أن المستهلك لا يمكنه أن يتجاوز دخله ويقترض، فإنه لا يمكن أن يقوم بصرف دخل أقل مما لديه ويقوم بعملية الاقتراض أو الادخار. وبالتالي هنا أمامنا مستهلك يخصص دخله كاملا وفقط دخله لعملية الاستهلاك. Le premier indicateur que nous allons proposer dans ce cadre d'analyse, c'est la notion d'utilité. Revenons au principe de la consommation. Donc, si on consomme, c'est pour satisfaire des besoins. Donc, en consommant, on va ressentir une satisfaction. Cette satisfaction, si on veut la mettre dans un cadre d'analyse logique, on doit la mesurer. Donc, pour sa mesure et pour son analyse, on va utiliser des indicateurs. Donc, notre premier indicateur, il s'agit bien de l'utilité qu'on va appeler l'utilité totale. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette utilité totale? L'utilité totale d'un bien, elle mesure la satisfaction globale
que l'individu retire de la consommation de ce bien, c'est-à-dire cette satisfaction qu'on est en train de ressentir lorsqu'on consomme un bien. J'ai soif, ça c'est le besoin. Je bois un verre d'eau, ça c'est la consommation. Ce que je vais ressentir, c'est cette satisfaction. Et cette utilité totale, il va mesurer cette satisfaction. La somme de cette satisfaction suite à la consommation, on l'appelle utilité totale. Nous avons dans un deuxième point que l'utilité totale augmente suite à l'augmentation de la consommation d'un bien. Autrement dit, plus on consomme, plus on est satisfait de plus. Plus je consomme une unité, je suis satisfait de 20 par exemple, et là on ne met pas d'unité au niveau de cette utilité, donc 20 utile, donc 20 c'est un chiffre cardinal propre dans la logique cardinale. Je consomme la deuxième unité, j'aurai par exemple 30, par la suite j'aurai 34, par la suite j'aurai 36, et ainsi de suite. Plus que je consomme, plus je suis satisfait. L'utilité marginale est définie maintenant comme l'utilité de la dernière unité du bien consommé. Là, c'est un indicateur qui est très important dans cette logique de l'analyse du comportement du consommateur. Il s'agit bien de l'utilité marginale qui correspond au raisonnement à la marge. Pour poser notre raisonnement, on va calculer cet indicateur. Donc, l'utilité marginale, c'est quoi? C'est cette utilité ou bien cette satisfaction que nous ressentons de la dernière unité supplémentaire. Vous allez me dire comment? Je vais vous dire. Si je consomme par exemple la troisième unité, j'ai une utilité totale globale de 30. Si je consomme la quatrième unité, j'ai une satisfaction globale de 34. Combien on m'a ajouté l'unité 4? Il m'a ajouté 34 moins 30, il m'a donné 4. Donc, autrement dit, cette utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité ajoutée. Maintenant, pour son calcul mathématique, il s'agit bien d'une utilité des biens divisibles ou indivisibles. Ça, vous l'aurez au niveau de la matière de la microéconomie. Nous sommes ici, et je le rappelle bien, au niveau de notre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion, en train d'analyser et de comprendre les notions que nous utilisons dans le cadre des sciences économiques et de gestion. Donc, nous avons posé deux indicateurs principaux, l'utilité totale et l'utilité marginale. Et jusqu'à maintenant, on sait que plus je consomme, et ça c'est la logique économique et la logique commune, plus je consomme, plus je suis satisfait, donc l'utilité totale, il va augmenter suite à la consommation. Et l'utilité marginale, c'est l'utilité qui s'ajoute suite à une unité supplémentaire. من خلال دراستنا لسلوك المستهلك، المفهوم الأساسي الذي نناقشه في إطار نظرية المستهلك هو مفهوم المنفعة. مفهوم المنفعة نقسمه لمنفعتين، منفعة كلية ومنفعة حدية. المنفعة الكلية نعرفها بأنها مجموع المنافع التي يحصل عليها المستهلك نتيجة استهلاكه لسلعة ما. المنفعة الكلية تتزايد مع تزايد الاستهلاك السلعة. تعرف المنفعة الحدية بأنها منفعة الوحدة الأخيرة من السلعة المستهلكة. إذا ماذا نقصد بالمنفعة الكلية؟ نعود إلى منطق الاستهلاك أو إلى أساس الاستهلاك. لماذا نستهلك؟ نستهلك لأجل إشباع رغبات أو إشباع حاجات. هذا عملية الإشباع من أجل قياسها نحتاج إلى مؤشر. المؤشر الأول الذي يقوم لنا بقياس هذه المنفعة أو هذا الإشباع نسميه المنفعة الكلية، وهي مجموع المنافع التي نحصل عليها من خلال عملية الاستهلاك. وكما أنه كلما زدنا في الاستهلاك كلما ازدادت المنفعة، كلما ازداد الإشباع، فإن المنفعة الكلية تتزايد مع عملية الاستهلاك بصفة عامة إلى حد معين سوف نعرفه فيما بعد. المؤشر الثاني وهو مؤشر مهم في إطار نظرية المستهلك وبالنسبة للنظرية النيوكلاسيكية بصفة عامة
وهي نظرية تستند على الحدية، نعرفه بالمنفعة الحدية. ماذا نقصد بالمنفعة الحدية؟ المنفعة الحدية هي المنفعة الوحدة الأخيرة من السلعة المستهلكة، بمعنى أنه إذا كانت لدينا عند استهلاكنا ل3 وحدات من منتوج معين نحصل على منفعة تساوي 30، وعندما نستهلك مثلا 4 وحدات نحصل على منفعة تساوي 34. وهنا المنفعة، هذا القياس هو قياس رقمي وليس لديه أي وحدة. إذن ماذا تضيف لنا الوحدة الرابعة على المنافع؟ تضيف لنا 34 ناقص 30، إذن تضيف لنا ما مجموعه 4 وحدات. إذن هذه الأربعة هي المنفعة الحدية، هي المنفعة التي تضيفها الوحدة الأخيرة أو الوحدة الإضافية من الاستهلاك. Pour concrétiser notre exemple, pour concrétiser notre analyse, nous sommes face à nous un exemple chiffré. Et je rappelle que ici, vous n'êtes pas tenu de comprendre la méthode de calcul dans ce cours-là, ni les calculs. Les exemples chiffrés ils sont là pour illustrer, pour expliquer. Donc, nous posons un tableau dans lequel le consommateur il consomme un bien X. Des unités, il consomme la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième unité. Et nous avons posé son utilité totale et nous avons déduit par la suite son utilité marginale. Donc, لدينا من أجل فهم هذا المؤشر المنفعة الكلية أو المنفعة الحدية قمنا بوضع الجدول التالي، جدول نضع فيه أرقام حسابي. أذكر بأن هنا لسنا ملزمين بطريقة الحساب أو لسنا ملزمين بتطبيق هذه طريقة الاحتساب في هذه المادة، لأننا نحن نقوم بتوضيح المفاهيم فقط، وهذا هو الأساس. نضع أمامنا مستهلك يستهلك منتوجا معين، منتوج X معين يستهلك منه 6 وحدات، الوحدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى آخره ثم السادسة. ولدينا المنفعة الكلية وتطور المنفعة الحدية، l'utilité totale et l'utilité marginale. عندما يستهلك هذا المستهلك وحدة واحدة فإن منفعته الكلية تساوي 10. نقول له كم تشعر؟ يقول لنا نشعر بمنفعة تساوي 10. يمكننا أن ننتقد هذا وسنضع حدود انتقادات التي تطابق هذا المنطق في تخصيص رقمنة أو تكميم المنفعة الكلية. وعندما يستهلك الوحدة الثانية فإن منفعته الكلية تتطور وتصبح 17 ثم تصبح 22 عند الثالثة، الرابعة تساوي 25. وهنا كما قلنا فإن المنفعة الكلية تزداد مع عملية الاستهلاك. لكن عند الوحدة الخامسة المنفعة الكلية تصل إلى حالة الذروة أو الحالة القصوى وهي 25. هذا نقصد بذلك من الناحية المنطقية أو من الناحية العامة. نقصد أننا عندما نستهلك نصل إلى درجة الإشباع، le point de saturation ou de satiété. هذه درجة الإشباع يصل إليها المستهلك عندما يستهلك 5 وحدات، وعندها وبعدها فإن هذه المنفعة سوف تنخفض وتصبح 21. هنا يشعر بالعناء في زيادة الاستهلاك. هذا يمكن أن نتفهمه عند الاستهلاك المواد الغذائية، وعند استهلاك المواد الغذائية نشعر بهذه عملية الإشباع. نقوم باستهلاك المنتوج الأول، نقوم بالأكل، الوحدة الأولى، الثانية، الثالثة، منفعتنا تزداد، ولكن تصل إلى درجة عندما أقول لقد شبعت واكتفيت. وبعد ذلك عند الوحدة الإضافية نجد عناء، وهذه المنفعة وهذا الإشباع يقل فيما بعد.
المنفعة الحدية هنا مرتبطة بتطور المنفعة الكلية. إذن المنفعة الحدية هي منفعة الوحدة الإضافية. الوحدة الأولى تعطينا 10 كذلك. الوحدة الثانية عندما نستهلك وحدتين منفعتهما الكلية هي 17، ولكن ماذا أضافت لنا الوحدة الثانية؟ أضافت لنا 7 حتى تصبح 17. إذا 17 ناقص 10 مقسوم على 2 ناقص 1 تساوي 7. الوحدة الثالثة تضيف لنا منفعة تساوي 5، هي المرور من 17 إلى 22. ثم الوحدة الرابعة تضيف لنا منفعة تساوي 3. وفي الوحدة الخامسة الإضافة تصبح 0. لماذا؟ لأنه لا تضيف لنا أي إشباع إضافي عندنا وصلنا إلى حالة القصوى أو حالة الإشباع. وبالتالي فإن الوحدة السادسة التي تنخفض فيها المنفعة الكلية فإن المنفعة الحدية تصبح سالبة، ومؤشر يعني لنا بأن المنفعة الكلية أصبحت تناقصية، أي بمعنى آخر أنه يوجد عناء في عملية الاستهلاك بعد الإشباع الأقصى. لتوضيح ذلك المنحنى التالي يوضح لنا تطور باللون الأزرق تطور المنفعة الكلية وتطور المنفعة الهامشية أو المنفعة الحدية التي تكون تناقصية، وعندما تصل المنفعة الكلية إلى ذروتها تصبح المنفعة الحدية سالبة هنا باللون الأحمر. وهذا هو منحنيي تطور المنفعتين، المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. Dans une remarque, nous allons poser que la théorie néoclassique du comportement du consommateur suppose que l'utilité marginale est décroissante. Cette supposition, nous l'avons vérifiée avec les calculs dans notre exemple, et cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi au juste? Que l'intensité du désir, et c'est ça ce qui est calculé par l'utilité marginale, l'intensité du désir, il diminue avec la consommation. L'intensité du désir et du plaisir tiré par la consommation diminue au fur et à mesure de la consommation. Supposons que votre parent va vous proposer d'aller faire des vacances dans une ville que vous n'avez jamais visitée, vous avez une satisfaction importante. L'année suivante, il vous propose la même destination. Vous avez de la satisfaction. Mais est-ce qu'elle est plus importante que la première année? Je ne pense pas, parce que vous l'avez déjà consommé l'année précédente. On donne un exemple également, l'exemple célèbre du premier verre d'eau. Lorsque nous avons le soif, lorsque j'ai soif par exemple, je consomme le premier verre d'eau, il va me donner une satisfaction importante. Puis plus je consomme l'eau, plus ma satisfaction supplémentaire, additionnelle, l'envie de boire, elle diminue. C'est ça le fondement de cette théorie. Donc, l'intensité de la satisfaction diminue avec la consommation d'un bien. Ça, on l'appelle économiquement la première loi de Gaussen. في ملحوظتنا نقول بأن النظرية النيوكلاسيكية لسلوك المستهلك تفترض لنا أن المنفعة الحدية تكون تناقصية. المنفعة الحدية تناقصية تشير إلى أن شدة المنفعة أو شدة الرغبة في الاستهلاك تتناقص مع عملية الاستهلاك. هذا هو القانون الأول لغوسن. كيف نفسر ذلك؟ أنه عندما أستهلك فعلا تزداد منافع الاستهلاك والمنافع الكلية والإشباع يزداد، ولكن شدته وهو ما تؤشر له المنفعة الحدية، القيمة الإضافية للفرح أو القيمة الإضافية للإشباع تنخفض مع توالي الاستهلاك. مثال مناسب يمكن أن نلاحظه مثلا عندما يقترح عليك
أبوك مثلا أن تذهبوا في رحلة أو العائلة تقترح بصفة عامة الذهاب في زيارة لمدينة لم تزرها من قبل، فإن شدة الإعجاب والرغبة تكون مرتفعة، ولكن في العام الموالي تقترح عليك نفس الوجهة. فعلا أن تكون لديك الرغبة، ولكن هل هي بنفس مستوى الرغبة السنة الأولى؟ هذه الرغبة تتناقص، أو شدة هذه الرغبة تتناقص مع الاستهلاك. المثال الثاني ومثال كلاسيكي نضعه دائما هو مثال استهلاك كؤوس الماء عندما مثلا تكون في حالة عطش. رغبة أو شدة إشباع الكأس الأول تكون مرتفعة مقارنة بشدة إشباع الكأس الثاني، وهكذا دواليك حتى نصل إلى درجة الإشباع القصوى. On va continuer notre analyse. Et le deuxième point que nous allons traiter, c'est l'équilibre du consommateur. Donc un consommateur qui fait la consommation, qui consomme tout simplement, il cherche à atteindre une situation d'équilibre. Et pour que le consommateur soit en équilibre, il faut deux conditions de base qui sont tirées de la deuxième loi de Gaussen. Rappelez-vous, la première loi de Gaussen est supposée tout simplement que l'utilité marginale est décroissante, c'est-à-dire que l'intensité du plaisir ou l'intensité de la satisfaction suite à la consommation diminue avec la consommation. Plus on consomme, plus nous avons une utilité totale importante, mais l'utilité marginale, c'est-à-dire l'intensité de ce plaisir, il diminue. C'était la première loi de Gaussen. La deuxième loi de Gaussen, il suppose quoi? Il suppose que l'utilité marginale du premier bien divisée par son prix, ce qu'on veut dire par l'utilité marginale pondérée, est égale à l'utilité marginale du second, c'est-à-dire du second bien, troisième, quatrième, etc., également divisé par son prix. Ici, nous avons lié la satisfaction également à la valeur ou bien au prix des biens qui sont en train d'être consommés. C'est-à-dire là, je ne prends pas l'utilité marginale, mais je prends l'utilité marginale pondérée. L'utilité marginale, rappelez-vous, c'est la satisfaction de l'unité supplémentaire, de l'unité supplémentaire du bien. Maintenant, pour uniformiser l'ensemble des biens, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes unités, donc nous allons supposer, on va chercher la satisfaction de l'unité monétaire supplémentaire. Et c'est ça, l'utilité marginale pondérée. L'utilité marginale pondérée, c'est la satisfaction de l'unité monétaire supplémentaire, c'est-à-dire du dirham additionnel. Pour nous, au Maroc, nous avons notre monnaie nationale, c'est le dirham, la satisfaction marginale du dernier dirham dépensé, ou bien le dirham dépensé, combien il m'ajoute. Lorsqu'ils sont égales, je suis dans une situation d'équilibre. Et il ne faut pas oublier que la totale des dépenses, et c'est ça la deuxième condition, que la totale des dépenses de consommation doit être égale à son revenu monétaire, doit être égale au revenu monétaire. C'est-à-dire que si je dois consommer un bien A et B, un bien X et Y, par exemple, et je me rends pour l'acheter, je dois veiller à deux conditions. La première, c'est que l'utilité ou bien la satisfaction de dernière unité monétaire dépensée dans l'achat, elle est égale pour les deux biens. Ça me donne un pied d'équité ou d'équilibre entre les biens. En plus de cela, je ne dois pas être en delà ou bien en deçà de mon revenu dédié à la dépense, du revenu budgétaire dédié à la dépense ou bien à la dépense budgétaire. R est égal X P de X plus Y P de Y. Ça, c'est la formulation mathématique. Peu importe la formulation mathématique pour nous, mais ce que nous intéresse, c'est bien et bien, comme je l'insiste toujours au niveau de cette matière, c'est d'assimiler la notion et la signification de chaque notion. Donc, les deux conditions d'équilibre, ils sont supposées suite à la deuxième loi de Gaussen qui va. Donc, si nous avons trois biens, c'est la même chose, mais de façon générale, on donne 2 à 3 biens. Donc, si nous avons plusieurs biens, c'est le même principe.
les utilités marginales pondérées égales et le respect de ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire, c'est ça. Il faut que la dépense totale soit égale, ni supérieure, ni inférieure au revenu dépensé. Parce que supérieur, je ne peux pas. Si la dépense est supérieure à mon revenu, je peux pas. Je dois m'emprunter. On a supposé qu'on peut pas emprunter. C'est ça l'intérêt du cadre d'analyse. Deuxième chose, s'il est inférieur, on suppose qu'il épargne. Et là, dans notre cadre d'analyse, on a supposé que le consommateur, il ne fait pas d'épargne. Donc, il dédie complètement son revenu à la dépense. Au niveau de la consommation des biens et des services, bien évidemment. Dans une remarque, vous notez encore la définition de l'utilité marginale pondérée. C'est la satisfaction de la dernière unité monétaire dépensée pour l'achat d'un bien. Autrement dit, c'est l'utilité marginale du revenu. Rappelez-vous bien, l'utilité marginale pondérée, c'est la satisfaction de la dernière unité ou bien de l'unité monétaire supplémentaire dépensée dans l'achat d'un bien. Autrement dit, ce qu'il m'a ajouté en termes de satisfaction, le dirham supplémentaire que je vais dépenser. Donc ça, c'est la définition de l'utilité marginale pondérée. توازن المستهلك. هذه النقطة الثانية التي سنقوم بمناقشتها وهي الحالة التي يجب أن يكون عليها المستهلك في إطار نظرية سلوك المستهلك هي حالة توازن. في أي حالة يصبح المستهلك في حالة توازن؟ لكي يكون المستهلك في حالة توازن لا بد من تحقق شرطين أساسيين. المنفعة الحدية للسلعة الأولى مقسومة على سعرها. المنفعة الحدية للسلعة الأولى أو لسلعة معينة مقسومة على سعرها هي ما سميناها باللغة الفرنسية l'utilité marginale pondérée يساوي المنفعة الحدية للسلعة الثانية مقسومة كذلك على سعرها. وذلك ما سميناها l'utilité marginale pondérée du deuxième produit. إذن يجب أن يكون هناك تساوي في المنافع الحدية مقسومة أو مقننة بسعرها. الإنفاق الكلي للمستهلك يساوي دخله النقدي، وهذا استلهمناه من الإطار النظري الذي حددناه في الأول، أي أن الإنفاق الكلي لا يجب أن يفوق الدخل النقدي. إذا فاقه فإنه يكون هناك اقتراض، ونحن وضعنا في إطارنا النظري من بين المحددات أن المستهلك لا يقترض. وإذا كان أقل الإنفاق الكلي إذا كان أقل فإن المستهلك يقع في عملية الادخار، وهنا كذلك في الإطار النظري حددنا بأنه لا يقوم بعملية الادخار. إذن فهو يسعى إلى تحقيق أكبر منفعة ممكنة من خلال دخله الذي يخصصه كلية وحصريا لإنفاقه على تلك المشتريات التي سيقوم بها من أجل عملية الاستهلاك. هذين الشرطين يؤسسان لنا ما يصطلح عليه بقانون الثاني لغوسن. القانون الثاني يفترض لدينا شرطين أساسيين: تساوي المنفعة الحدية مقسومة على السعر، وكذلك أن يكون هناك إنفاق كلي يساوي بالضبط الدخل النقدي. Les limites de la théorie de l'utilité marginale. Comme toute théorie au raisonnement humain, scientifique, elle a ses limites. Et les limites que nous allons présenter, nous sommes face à 3 limites que je vais présenter et par la suite on va les expliquer. Les unités de mesure de l'utilité sont irréalistes, car l'utilité est une sensation humaine non quantifiable. La deuxième limite, c'est que l'utilité est de nature personnelle, varie d'un individu à l'autre, et que les individus ne se fient pas à la mesure de l'utilité pour faire des choix entre les biens. Donc,
les limites qui sont posées, et sont limites tirées de la réalité de consommation. Donc, lorsqu'on est dans le cadre de l'utilité cardinale, et de donner des chiffres à l'utilité, donc, ça, c'est irréalisable, irréaliste. Pourquoi? Parce que quand on dit l'utilité mesure la satisfaction, et c'est ça la définition que nous avons posée, et la satisfaction ici, c'est une variable qualitative et non quantitative. Donc c'est une sensation humaine. À la limite, quand on donne quelqu'un un verre d'eau, on lui dit, vous êtes satisfait? Il nous dit, oui, non, très satisfait, peu satisfait. Mais est-ce qu'il est en mesure de me dire, je suis satisfait à 10, je suis satisfait à 30, à 40? Donc la quantification qui pose problème et qui pose une limite fondamentale à la mesure de l'utilité. Deuxième chose, c'est que même si on suppose que on peut mesurer, la mesure, elle reste personnelle. Il varie d'une personne à une autre. Même dans le cadre de variables qualitatives, c'est relative complètement. Parce que quelqu'un, on lui donne le produit, un ordinateur, et il va nous donner quelle est votre satisfaction, et il vous dira, je suis hyper satisfait. Donc, je suis même pas dans la mesure. Il est très satisfait. C'est qualitatif. Et on donne le même ordinateur à quelqu'un d'autre et on lui dit, est-ce que vous êtes satisfait? Quel est votre degré de satisfaction? Il nous dit, ouais, je suis pas satisfait du tout, j'aurais préféré autre chose. Donc, vous voyez, la satisfaction elle-même est une notion très relative et qui dépend d'une personne à une autre. Et les individus, dans la pratique, ne se fient pas à la mesure de l'utilité pour faire des choix entre les biens. Imaginez quelqu'un qui va respecter la deuxième loi de Gaussen. Lorsqu'il effectue ses achats, il prend 100 dirhams, il est en train d'acheter 2-3 produits. Avant d'acheter les unités, il va calculer l'utilité marginale, il va calculer l'utilité marginale pondérée, il va faire une équation mathématique, il va faire la dérivée première, la dérivée seconde, il va égaliser, il va diviser, et par la suite, il va faire une équation, il va faire sortir la quantité qu'il va acheter de X et la quantité qu'il va acheter de Y. Ça paraît compliqué et complexe pour le consommateur dans la pratique et dans la réalité. Ça paraît inimaginable quand même de faire tous ces calculs mathématiques afin de prendre sa décision ou bien avant d'effectuer ses choix. نقائص نظرية المنفعة الحدية. في الجانب العلمي أي نظرية بصفة العامة يكون لديها محددات وحدود ونقائص. وهنا سنبرز هذه النقائص لنظرية المنفعة الحدية عندما وضعناها مع الواقع المعاش. لأن المستهلك هو شخص يقوم بعملية استهلاك في الواقع المعاش. هذه النقائص صنفناها إلى 3 أصناف وإلى 3 نقاط ظهرت لنا بأنها أساس هذه نقائص نظرية المنفعة الحدية. النقطة الأولى أن وحدات القياس المنفعة غير واقعية، لأن المنفعة شعور إنساني غير خاضع للقياس الكمي. المنفعة ذات طبيعة شخصية تختلف من فرد لآخر، ولا يعتمد الأفراد على قياس المنفعة عند المفاضلة بين السلع. وحدات القياس المنفعة غير واقعية. عندما نقوم بقياس المنفعة فإننا نقوم بقياس شعور إنساني. المنفعة هي درجة الإشباع قلنا عند عملية الاستهلاك، وهو شعور يتكون لدى المستهلك عنده الشخص، وهذا الشعور عندما نضع له رقم وتكميم، يعني نضع له أرقام، هذه هي مفهوم التكميم، نضع له كمية معينة والشعور يبقى شعور كيفي. يعني على الأقصى يمكن أن أقول هنا أشعر بمنفعة مرتفعة منخفضة. أما أن نضع له رقم في إطار ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية l'utilité cardinale، رقم محدد، هنا يصبح إشكال فعلا. هل بقدرة المستهلك أن يضع لنا رقم؟ وإلى أي حد هذا الرقم يمكنه أن يعبر عن هذا الشعور الإنساني، هذا الشعور الكيفي
وليس الكمي. إذن هنا الإشكال الأول أو الحد الأول أو أحد النقائص الأساسية لهذه النظرية هي عملية تكميم شعور الإنسان إلى حد ما يمكن أن نضعه في إطار الكيفي بدلا من الإطار الكمي. النقطة الثانية وهي المنفعة ذات طبيعة شخصية تختلف من فرد إلى آخر. هنا المنفعة بصفة عامة هي إذا افترضنا أننا يمكن قياسها من الناحية الكيفية فإن حتى هذا يضع لنا إشكالية الاختلاف الطبيعة الشخصية من شخص إلى آخر. إنه شعور إنساني يختلف من شخص إلى آخر. يعني يمكن أن تكون منفعة المنتوج ألف مرتفعة عند مثلا حاسوب نعطيه لمستهلك معين، نقول له هل أنت راض عن هذا الحاسوب؟ ما هي درجة منفعتك؟ يقول لنا درجة مرتفعة، أي حنا هنا لا نطلب منه حتى رقم. ولكن عندما نسأل شخص آخر لنفس المنتوج نفس الحاسوب ما هو شعورك بعد هذا؟ هل لديه منفعة مرتفعة أم منخفضة؟ يقول لنا ليست لديه منفعة أو منفعته منخفضة جدا أو عادية إلى آخره. إذن هذا الشعور الإنساني يختلف ويكون له طبيعة فردانية شخصية يختلف من شخص إلى آخر. لا يعتمد الأفراد على قياس المنفعة عند المفاضلة بين السلع. إذن قياس المنفعة لا تشكل دائما الركيزة الأساسية بنفس الطريقة المنطقية أو التحليل الرياضي الذي وضعته القانون الثاني لغوسن. تخيلوا معي شخص يريد أن يستهلك منتوجين ألف وباء، خضار وفواكه، ملابس أو إلى آخره، يخرج إلى السوق ويقوم بعمليات رياضية ويضع X و Y ويقوم باحتساب المنفعة الكلية ثم المنفعة الحدية ثم يقسمها على السعر ثم يسعى إلى التساوي بينهما فيستخرج بعد ذلك المجهول الأول والمجهول الثاني ويرتبط إلى الإكراه الدخلي ويقوم بكل هذه العمليات الحسابية للقيام بعملية شراء وعملية استهلاك. هذا حتى تخيله يشكل عناء ولا يرتبط إلى الواقع، وبالتالي فإنها تخرج من إطارها الواقعي. يبقى أن هذه النظرية شكلت أساس ومرجع لتحليل سلوك المستهلك، لكن هذا الاختلاف ما بينها وما بين الواقع من خلال الإطار النظري الذي وضع لها يشكل حدا لتحليل مبني على الواقعية لنظرية المنفعة الحدية كما وضعتها نظرية نيوكلاسيكية. Le troisième point, on va continuer notre analyse par l'utilité ordinale, on va dire selon l'ordre. Et là, on va définir brièvement quelques notions fondamentales telles que la théorie des courbes d'indifférence. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la courbe d'indifférence que vous avez devant vous? Cette courbe-là, U1, U2, U3, c'est la courbe d'indifférence qui est l'ensemble des points qui ont le même niveau d'utilité. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans le U1, le point A, par exemple, ici, et le point B ici, le consommateur, il est indifférent. Indifférent, ça veut dire quoi? Que pour lui, c'est la même chose. Qui choisit le produit A ou bien qui choisit le panier B. Le point A ou bien le point B, c'est-à-dire et X et Y constituent les quantités de consommés de bien X et les quantités consommées de bien Y. Par la suite, les utilités totales elles sont représentées sous forme de courbes convexes, comme ça, par rapport à l'axe des abscisses. Et voilà, U1, U2, U3, ils ne se croisent jamais. Deux courbes d'indifférence ne se croisent jamais. L'ensemble des courbes d'indifférence constitue ce qu'on appelle la carte d'indifférence. Et plus je me déplace à droite, plus le niveau d'utilité, il augmente dans la mesure où U3 est supérieur à U2 et U2 est supérieur à U1 et par conséquent U3 est supérieur à U1. Donc, je récapitule. La courbe d'indifférence est une courbe convexe et constitue l'ensemble des
points qui ont le même niveau d'utilité. Deux courbes d'indifférence ne se croisent jamais. Chaque point constitue ce qu'on appelle la combinaison de consommation entre le bien X et le bien Y. Et plus je me déplace à droite, plus le niveau d'utilité il augmente, plus je me déplace à gauche, plus le niveau d'utilité diminue. Donc, c'est-à-dire, c'est impossible que U1 soit supérieur à U3, à moins que U1 se déplace et devient à droite supérieur à U3. Donc, voilà, ça, c'est cette notion de courbe d'indifférence. L'ensemble des courbes d'indifférence, on les appelle cartes d'indifférence. منحنيات السواء. منحنيات السواء هي الترجمة لكورب d'indifférence. منحنى السواء يشكل مجموعة النقاط التي لها نفس مستوى المنفعة، وبالتالي فإنه عندما نكون في مستوى U3 نقطة A ونقطة B يكون لدينا نفس المنفعة مع اختلاف الكميات المستهلكة من المنتوجين X و Y. وبالنسبة لهذه المنحنيات السواء مجموعهم يشكل خريطة السواء carte d'indifférence أو بطاقة خريطة السواء أو خريطة السواء. وكل مستوى U1 و U3 و U2 يشكل لنا مستوى. عندما أتوجه نحو اليمين فإن المنفعة ترتفع، وعندما أتوجه إلى اليسار فإن مستوى المنفعة ينخفض، بمعنى أن U1 منخفضة مقارنة ب U2 و U3. وأن هذه المنحنيات هي منحنيات محدبة من ناحية محور الأفاصيل، هذا هو شكلها، لأنه شدة تبادل الوحدات ما بين المنتوجين X و Y تنخفض عندما وتصبح الشدة أقوى عندما نريد التخلي عن المنتوج Y من أجل الحصول على المنتوج X. هذه مجموعة من النقاط التي يمكن مناقشتها، ولكن أساسا ما يجب أن نتذكره أو ما يجب أن نوضحه بأن منحنيات السواء هي مجموعة نقاط التي لها نفس مستوى المنفعة، وأن هذه المنحنيات لا تتلاقى أبدا. Le taux marginal de substitution, c'est le nombre moyen d'unités de l'article auquel le consommateur renonce pour obtenir une unité supplémentaire de l'autre marchandise afin de rester au même niveau de satisfaction. Le taux marginal de substitution, il ne mesure combien je dois renoncer céder du bien Y pour ajouter une unité de bien X et rester sur le même niveau de satisfaction. C'est-à-dire, si le TMS est égal à 3, cela veut dire quoi? Que je dois renoncer à 3 unités de Y et ajouter une de X et rester sur le même niveau de satisfaction. معدل الإحلال الحدي وهو الترجمة الحرفية لطو مارجينال دو سبستيتيوشن باللغة الفرنسية. هو معدل عدد الوحدات من السلعة التي يتنازل عنها المستهلك لكي يحصل على وحدة إضافية واحدة من السلعة الأخرى ويبقى على نفس مستوى الإشباع أو على مستوى المنفعة الكلية. بالتالي فإن معدل عدد الوحدات من السلع التي يتنازل عنها المستهلك عندما يكون لدينا معدل الإحلال الحدي يساوي 4 مثلا، فإن المستهلك يتنازل عن 4 وحدات من Y ليضيف وحدة واحدة من X ويظل على نفس مستوى المنفعة. Pour cerner un petit peu ces notions et récapituler, on va passer aux applications suivantes. Première application, il s'agit de compléter les phrases suivantes. Le consommateur rationnel cherche le maximum de quoi? Le TMS mesure le nombre moyen des unités de l'article auquel le consommateur pour obtenir une unité supplémentaire de l'autre marchandise afin de rester au même niveau de quoi? Donc la première, le consommateur rationnel cherche le maximum de satisfaction ou bien d'utilité totale. Je cherche en consommant à maximiser ma satisfaction. Le TMS, la dernière notion que nous avons abordée, mesure le nombre moyen d'unités de l'article auquel le consommateur cède ou bien renonce pour obtenir une unité supplémentaire de l'autre marchandise afin de rester au même niveau de satisfaction ou bien de l'utilité
totale. Ça, c'était pour récapituler un petit peu les notions que nous avons vues. أتميم الجمل التالية: إن النظرية النيوكلاسيكية لسلوك المستهلك تفترض أن المنفعة الحدية تكون المنفعة الكلية تتزايد مع استهلاك السلعة. تعرف المنفعة الحدية بأنها منفعة من السلعة المستهلكة. إذا النظرية النيوكلاسيكية لسلوك المستهلك تفترض لنا أن المنفعة الحدية تكون تناقصية، والمنفعة الكلية تتزايد مع ازدياد استهلاك السلعة، وتعرف المنفعة الحدية بأنها منفعة الوحدة الإضافية أو الأخيرة من السلعة المستهلكة.